Donc en 2018, j'ai décidé de quitter la Syrie. On a pris un passeur pour fuir la Syrie. J'ai payé presque 8 000 dollars pour traverser 1 kilomètre en fait, entre la Syrie et la Turquie. On a tout laissé derrière nous, notre pays, notre souvenir, tout ce qu'on a dans notre pays, et on a sorti pour voir de nouveau la vie. Bonjour, je m'appelle Richard Aboison, je suis réfugié politique syrien et je suis arrivé en France fin 2019. Je suis marié et père de 2 enfants, une fille et un garçon. J'étais journaliste pendant le conflit en Syrie et en France, je travaille dans la communication digitale. Donc Richard, on va commencer par ton enfance en Syrie. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu as grandi exactement, à quoi ça ressemblait? Décris-moi un petit peu l'endroit. En fait, je suis né dans un quartier damascène, dans le sud de Damas, en Syrie, d'une grande famille assez nombreuse. Ma famille travaille dans le secteur du cuir, des fabrications des chaussures. Et c'est une famille industrielle. Et je suis grandi entre le sud de Damas et le centre de Damas, dans l'endroit qu'il y a les usines de ma famille. Et pendant mes études, j'aide la famille en général pour le travail, pour apprendre les métiers. Et c'est le souhait en fait de ma famille de me donner le métier, que je sois l'héritier de leur usine, de leur boulot après plusieurs générations. Parce que c'est le métier de mon arrière-grand-père, après mon grand-père, après mon père. Oui, donc pour être un peu plus précis sur cette entreprise familiale, donc ils étaient fabricants, c'est ça, ton arrière-grand-père, ton grand-père et ton père? Exactement, c'était des fabricants des chaussures. Et mon grand-père, il était presque la référence de ce métier à Damas. Et l'entreprise était plutôt le leader du marché à Damas dans ce secteur-là. Et donc, dans la culture en Syrie, les garçons, c'est assez fréquent qu'ils se mettent à travailler très tôt. Comme tu l'as dit, toi, tu as travaillé pendant tes études. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu cette culture que toi, très jeune, tu as été obligé de travailler parce que c'est comme ça que ça se passe dans ton pays? En fait, mon père, il me ramène avec lui dans l'usine à chaque fois qu'il y a un jour férié, par exemple, il n'y a pas d'école, ou dans les vacances de l'école. J'allais souvent, depuis mon enfance, avec mon père à l'usine pour voir le travail, le marché, la commerce, les relations, comment ça déroule les choses. Et des fois, même que j'aille chercher des matériaux pour mon père chez des distributeurs et des choses comme ça. Donc, depuis l'enfance que j'aille souvent au marché et à l'usine pour travailler. Et c'est très fréquent chez nous. Les enfants, elles commencent de travailler assez tôt avec les parents. Comme la famille, ils sont plutôt des commerçants et des industriels, les études pour eux, ça sert pas à grand-chose en fait. Et du coup, ils voulaient pas que je fasse des études. C'est pas dans leur réflexion. Du coup, c'est pour ça qu'ils m'ont emmené au marché pour que j'apprenne le métier depuis l'enfance. Et toi, quand tu aidais ta famille, qu'est-ce que tu en pensais du métier de fabricant? Alors, j'aime beaucoup tout ce qui est relations, ce qui se passe dans le marché de relations, d'achat et de vendre, d'aller chez les distributeurs, tout ce qui est de relations. Mais le métier en lui-même de fabrication de chaussures, ça, j'aime pas trop en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui te déplaisait? En fait, le métier de mon père, il ne m'a pas attiré. J'ai pas aimé ce qu'il fabrique. J'aime beaucoup la fabrication de voir les choses artisanales, mais j'aime pas le métier dans le sens du métier des chaussures en Syrie. Toi, par contre, une chose que tu vas aimer fabriquer, c'est plutôt les meubles, le mobilier, les objets. Et tu as eu une expérience dans une entreprise, celle d'un ami de ton père. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu es rentré dans cette entreprise, ce que tu as pensé de ce métier pour le coup?
En fait, par relation d'amitié entre mon père et quelqu'un qui fait des meubles et fabrication de cuisine à l'américaine, par exemple, et du bureau, des chambres, j'ai eu l'opportunité d'entrer dans ce secteur-là et de le découvrir dans un vacances d'été pendant 3 mois. Et en fait, j'ai tout de suite accroché à ce métier-là. J'ai bien aimé ce qu'on fait, le sens aussi de vendre et d'acheter. Et là, c'est un peu plus large parce que il y a l'importation depuis l'étranger, il y a l'exportation. Et donc toi, à ce moment-là, tu te voyais faire un métier là-dedans, tu te disais, ah bah tiens, la fabrication de meubles, j'aime bien, plus tard, je vais travailler, je vais faire ça. Oui, exactement. Mon projet, c'était avant le conflit de Syrie que je termine mon service militaire à l'âge de 20 ans. Et je me lance dedans, dans ce projet-là. Surtout que mon manager, mon ancien patron, il me voit dedans et il voulait que je prenne un branche de l'entreprise dans une autre ville. Et j'aurais bien aimé faire ça avant le conflit en Syrie. Et au final, donc tu vas pas faire ce métier. Alors d'abord, tu vas avoir ton bac, tu vas partir 1 an à Dubaï, puis tu vas revenir en Syrie faire ton service militaire. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce passage de ta vie dans les grandes lignes? Bah en fait, j'ai eu l'occasion de partir un petit peu à l'étranger par un ami à moi aussi, à cause d'un chagrin d'amour. J'ai voulu quitter un petit peu la Syrie, de prendre un petit peu de pause. Et du coup, j'ai parti à Dubaï travailler dans le secteur de la mode. Donc j'ai passé 1 an à Dubaï. Aussi, j'étais manager de showroom dans le magasin de... C'est plutôt des robes de soirée, de vendre des robes de soirée. Et du coup, j'ai passé presque 1 an à Dubaï. Et puis, j'ai rentré en Syrie pour commencer mon service militaire obligatoire. Et donc quand tu avais ton service militaire, t'avais quel âge? Tu avais 18 ans, c'est ça? J'étais 18 ans et j'étais à la fin de mon service militaire quand la révolution en Syrie était commencée. Et justement, cette révolution en Syrie, donc c'est le printemps arabe. Pour les personnes peut-être qui connaissent pas vraiment ce conflit, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le printemps arabe et comment est-ce qu'il est arrivé en Syrie? La révolution en Syrie, elle est commencée par rapport au printemps arabe. Le printemps arabe, c'est un mouvement des citoyens dans les pays arabes, y a compris la Tunisie et l'Égypte. Les gens sont sortis vers la rue pour demander la liberté, d'amélioration de leur vie quotidienne. Et en Syrie, ce qui est passé, c'est qu'il y a des enfants qui ont vu ce qui est en train de se passer dans un autre pays, les manifestations, les slogans et tout ça. Et ils ont écrit, ils ont fait la même chose dans leur école. Ils ont écrit des phrases contre Bachar el-Assad, qui est le président de Syrie, sur les murs de l'école. Donc, ce qui est passé dans cette ville-là, qui est proche d'Israël, dans le sud de Syrie, le cousin de Bachar el-Assad, qui est le leader c'est un chef de service de renseignement dans cette ville-là, il a pris les enfants en prison et il a enlevé les ongles des enfants. Donc, il y a les chefs des tribus de cette ville-là, plusieurs chefs qui sont partis chez le cousin de Bachar el-Assad pour demander qu'il libère les enfants, parce que c'est des enfants qui sont petits, qui ne comprennent pas trop ce qu'ils font en fait. Et donc là, il a donné une phrase qui a touché l'honneur des chefs des tribus. Il a dit, si vous n'arrivez pas à faire élever vos enfants, envoyez-nous vos femmes et c'est nous que nous allons vous offrir des nouveaux enfants qui respectent leur président. Donc c'était une phrase assez violente contre des chefs des tribus qui sont revenus, ils ont fait sortir les gens vers la rue pour la révolution. Et c'est commencé comme ça en Syrie, ville après ville, qu'ils ont révolté contre le régime politique. Et parce que justement, à ce moment-là, en tout cas avant le conflit, Bachar el-Assad était vu, tu m'avais dit, un peu comme un dieu, il était un peu intouchable, vous n'aviez vraiment pas le droit de le critiquer. Est-ce que tu peux m'expliquer ça, que le gouvernement, voilà, c'était quelque chose de sacré en Syrie avant ça?
En fait, nous, on dit que nous sommes les enfants de base. Moi, j'ai grandi dans l'école. Le base, c'est le parti politique qui gère la Syrie et l'Irak à l'époque de Saddam Hussein. Donc moi, quand j'étais en Syrie, j'ai grandi avec l'idée que Bachar el-Assad, c'est la meilleure personne dans le monde, c'est le plus intelligent, c'est le plus juste autant qu'un président. Donc j'ai un regard envers lui qui est une personne assez sacrée, assez saint. On ne peut pas le toucher, et on ne peut pas le critiquer. Donc oui, on a grandi avec cette idée-là, mais quand on a vu que le service de renseignement, leur renseignement, il tue les gens, les Syriens, par rapport aux phrases qu'ils ont dit dans la rue, des choses comme ça, là, il a vraiment les barrières qu'il était construit pendant plusieurs années, depuis l'époque de son papa. Hein. Avant lui, il est l'héritier de son papa en fait. Depuis ce jour-là, quand on a vu la violence qui était commencée en Syrie, ce barrière-là qui est Dieu, il est vraiment cassé. Il est tombé par terre. Et au moment où la révolte commence, quelques temps après, rapidement, va y avoir des groupes terroristes qui vont arriver en Syrie. Tu m'avais parlé d'Al-Qaïda et Daesh. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils arrivent? Pourquoi est-ce qu'ils profitent de la situation de révolte en Syrie? Explique-moi un petit peu leur arrivée. En fait, ce qui est passé au début, que le régime politique, il a ouvert le frontier. Il a laissé le frontier tout à fait ouvert. Et il a orienté toute la force qu'il a entre les mains vers le peuple qu'ils ont révolté. Donc, les djihadistes et les terroristes dans le monde entier, ils ont profité de cette situation-là. Ils ont commencé de venir vers la Syrie depuis la Turquie, depuis la Jordanie, même depuis le Liban, pour se battre et pour créer leur État qu'ils voulaient, l'État islamique en Syrie. Donc nous, dans notre région, en tous les cas à Damas, on a commencé de voir les djihadistes au début de 2012 à peu près, je dirais mars-avril 2012, qu'on a commencé de voir les djihadistes qui viennent pour, entre parenthèses, de se battre contre Bachar el-Assad. Et la révolution, elle a commencé quand en Syrie? Alors la révolution, elle est commencée en mars 2011. Et donc à ce moment-là, quand c'est la révolution, entre 2011 et 2012, on va dire l'arrivée des terroristes, à quoi ça ressemblait dans les rues? Quel était le climat, si tu devais me le décrire, pardon? Est-ce que, voilà, les gens, est-ce que tout le monde se battait? Explique-moi un petit peu à quoi ça ressemblait. En fait, après mars 2011, le climat en général, il était très tendu à cause de la violence qui était en train de se passer dans notre ville. Par exemple, nous sommes presque 10 000 habitants dans cette ville-là. Donc, on connaît tous entre nous. On est tous des proches entre nous, on se connaît tous. Et la première manifestation dans notre ville, elle était en avril 2011, dans le Vendredi Saint, qu'on a perdu 5 jeunes hommes dans notre ville. Et 5 jeunes hommes, pour nous, c'était catastrophique. En fait, c'était vraiment la catastrophe générale dans la ville qui a entièrement fermé, qui était triste, tout le monde était triste. Même il y a des mariages qui étaient reportés, les magasins ils étaient fermés pendant quelques jours. La ville, elle a vraiment porté la robe de tristesse à ce moment-là. Et ce qui a donné aussi la motivation à tout le monde, même les gens qui étaient dans leur maison, qui ne voulaient pas révolter avant. Et là, ils ont vraiment descendu vers la rue et ils ont commencé de manifester. Et donc, toi, ta famille, à ce moment-là, tu m'avais dit qu'ils étaient révolutionnaires, ils sortaient souvent dans la rue pour manifester? Exactement. En fait, mon père, elle était un des chefs de révolution dans notre ville. C'est les gens qui ont commencé de s'organiser, de coordonner les manifestations avec les autres villes, d'écrire le slogan qu'on va les porter chaque vendredi. Parce que souvent, nous, on se manifeste le vendredi parce que c'est le week-end chez nous. Quand les gens ils n'ont pas de boulot, en fait, et ils vont partir vers la rue pour se manifester. Et ma famille, ils ont très investi dans la révolution
Parce que déjà, nous, on était très touchés par les régimes politiques. On a pas mal de terrains, on a pas mal des usines qui étaient parties entre des usines qui ont parti des routes par exemple, ou des écoles ou des bases militaires, des terrains historiquement qui sont à nous, à la famille, appartiennent à la famille, que l'État il a pris sans donner de autre chose en face en fait. Donc tout ça, ça jouait avec le temps, avec la violence qui était passée. Du coup, la famille, elle est vraiment révoltée. Et toi, à ce moment-là, tu es soldat, donc, au début de ce conflit, et tu refuses forcément la violence, tu refuses de te plier aux ordres du gouvernement. Donc, explique-moi ça et dis-moi qu'est-ce que tu décides de faire à ce moment-là. Quand la révolution a été commencée, j'étais soldat, j'étais dans mon service militaire obligatoire. Un jour, j'étais dans mon base militaire, je reviens à ma ville et tout le monde se révolte dedans. Mon frère, elle me dit, le lendemain, on va faire une manifestation. Et moi, à ce moment-là, encore, je ne comprends pas, en fait. Mais je lui dis, mais pourquoi vous voulez révolter notre président, il est plutôt bien. Pourquoi vous allez révolter contre lui? Elle me dit, non, non, il est pas bien. Regarde ce qu'il fait dans des autres villes. Et moi, à ce moment-là, dans mon service militaire, il n'y a pas de télévision, en fait. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer dans d'autres villes. Du coup, lendemain, je pars avec. C'était la première semaine qu'on manifeste dans notre ville, en fait. Du coup, on est parti vers la rue pour manifester. J'ai parti par curiosité avec mon frère et mes oncles et les amis de la ville, en fait. Et là, je vois des soldats de service de renseignement devant nous. Nous, on voulait aller dans le centre de Damas pour manifester. Et eux, ils ont fait un checkpoint pour empêcher les gens d'arriver vers le centre de Damas. Et mon père, à ce moment-là, il me dit, recule-toi, ils vont tirer. Et moi, j'étais soldat, je dis, mais qu'est-ce que tu dis? En fait, je ne crois pas ce qu'elle dit, mon père. Je dis, mais c'est impossible, ce sont nos frères, c'est des soldats comme moi, ils ne vont pas tirer. Alors là, il n'y a même pas 2 minutes, ils ont commencé de tirer sur les gens. Et à ce jour-là, qu'ils ont tué 5 personnes. Et depuis, moi je dis, bon, le service militaire pour moi, c'est fini. Je vais pas faire ça. Et depuis 2 semaines, 3 semaines après, j'ai arrêté mon service militaire en fait parce que j'ai pas voulu faire la même chose qu'ils l'ont fait les soldats. Mais fuir le service, ça voulait dire que tu as dû te cacher. En fait, d'échapper de service militaire en Syrie, c'est comme si on a écrit notre décision de mort, en fait. Mais c'est pas que il va nous toucher, le soldat lui-même, mais toute sa famille. Donc moi, j'étais obligé de m'échapper et de me fuir et de me cacher en plus. J'étais caché dans un endroit pendant 8 mois. Et même ma famille, ils ont dit que j'étais mort pour que le service militaire ou le service de renseignement ne me cherche plus. Donc j'étais caché pendant plusieurs mois et même ma famille, ma mère par exemple, elle ne sait pas où est-ce que je suis. Et quand tu étais caché, comment tu vivais? Quel était ton quotidien caché comme ça pendant 8 mois? Alors j'étais avec mon ordinateur et je fais des articles sur ce qui est en train de se passer. J'étais en contact avec mon oncle qui est déjà journaliste. Je prends des nouvelles de lui et je l'envoie sur des groupes Facebook ou sur des gens qui sont à l'étranger et des chaînes internationales en fait, que je leur donne l'information. Mais ma vie, je sors plus. J'étais dans une chambre en fait, dans un petit studio. Je sors plus. J'étais en train de travailler et manger, dormir pendant cette période-là. Le moment que l'armée syrienne libre a été développée et que ma ville elle est devenue plutôt en sécurité, que le service de renseignement elle peut pas venir me chercher. À ce moment-là, j'ai pu sortir de mon endroit et aller à ma ville de nouveau. Et donc le journalisme, on va revenir dessus. Comment ça s'est présenté à toi? Est-ce que c'est ton oncle qui t'a proposé de l'aider? Est-ce que c'est toi qui as demandé? Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ça? Tu aurais pu ne pas faire d'article, tu vois. Enfin, pourquoi ce choix? En fait, il n'y a pas des journalistes internationaux qui peuvent rentrer
dans nos villes à nous. Et le régime politique, il a interdit les journalistes de voir ou de filmer ce qui est en train de se passer. Il a permis seulement aux journalistes russes, aux Iraniens qui sont à leur côté, en fait, et qu'ils adoptent son discours, de venir et filmer les choses comme il le souhaite lui-même, en fait. Par contre, des journalistes indépendants ou des journalistes internationaux sont interdits de venir chez nous. Donc, c'est une mission qu'on a pris nous-mêmes de le faire pour faire passer l'information et montrer au monde ce qui est en train de se passer chez nous. Mon oncle, il a commencé, j'ai un oncle qui a le même âge que moi, il a déjà commencé ce genre de boulot, de faire des publications sur les réseaux sociaux, de faire des petits articles sur ce qui est en train de se passer. Moi, des fois, par exemple, si j'étais dans une manifestation, je prends des photos, je le donne. Parce que c'est lui qui a plus d'expérience sur le sujet. Et petit à petit, j'ai commencé à travailler avec lui sur le sujet. Alors, mon oncle, en 2012, il était disparu. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Jusqu'à fin 2014, quand on a vu ses photos avec un fichier qui s'appelle le fichier de César. César, c'est un ancien officier dans le service de renseignement qui a fui la Syrie avec des milliers de photos pour 11 000 personnes qui sont mortes de torture dans les prisons. Et on a découvert la photo de mon oncle dans ce fichier-là. Donc, depuis la disparition de mon oncle en 2012, moi j'ai pris le relais, j'ai pris en main le boulot, ce qu'il fait en fait, de filmer, de faire des articles, des reportings, d'interviews avec des cas, surtout des enfants qui sont blessés, pour faire un spotlight en fait sur des cas humains. Et c'est commencé comme ça le travail dans le journalisme. Et quand ton oncle décède en prison, t'as pas eu, enfin, qu'est-ce que ça représentait pour toi de reprendre tout seul? T'as pas eu peur de continuer tout seul? Enfin, à ce moment-là, comment ça s'est passé pour toi? En fait, pour moi, depuis que j'ai déserté mon service militaire, ou depuis que j'ai lancé dans les manifestations, moi et ma famille, depuis là, il n'y a pas de point de recul en fait. C'est soit on avance, soit on meurt. Il n'y a pas d'autre solution devant nous. Du coup, le service, on sait que le régime politique, même celui qui a dit liberté un jour, il va le tuer un jour. Il ne va pas le laisser. Notre régime, il est vraiment très violent. Et il ne peut pas pardonner. Ça, c'est très connu qu'il ne pardonne jamais, en fait. Et c'est lui qui a dit juste le mot liberté, il risque sa vie, même après 50 ans. Donc, pour nous, il n'y a pas de point de recul, en fait. C'est soit nous, soit lui. Il n'y a pas d'autre solution. Ce qui est en train de passer, que moi j'ai choisi le journalisme parce que je me trouvais moi-même dans ce boulot-là. Pendant la Révolution, il y a plusieurs boulots ce qui était développé. Il y a les pompiers, par exemple, les gens qui sont faits de pompiers, il y a des infirmiers, il y a plusieurs métiers qui sont représentés par le besoin de cette situation-là. Et le plus important, c'est le journalisme, parce que moi, je parle plusieurs langues, et je sais mieux communiquer, j'ai les talents de se communiquer. Donc, je me trouvais dedans de prendre le relais de mon oncle. Et quand tu étais journaliste, tu as dit qu'être journaliste indépendant, c'était interdit en Syrie. Alors, comment tu faisais quand tu prenais des photos, que tu écrivais des articles pour pas qu'ils te retrouvent, tu le faisais anonymement, comment ça se passait? En fait, dans cette période-là, j'étais dans ma ville à moi, et dans notre ville, il y a des bombardements tous les jours. Il y a des avions qui bombardent, il y a toutes sortes de bombardements. Par contre, le service de renseignement, elle ne peut pas entrer dans la ville pour me chercher. C'était impossible. C'était plutôt protégé par ça. Donc, je peux pratiquer le métier de journalisme, mais bien sûr en faisant attention. Je ne peux pas dire que je suis là parce qu'ils ont ciblé ma maison plusieurs fois. D'ailleurs, en 2017, la maison était bombardée et on était dessus. On a creusé, nous,
C'est une maison en fait. Du coup, pour se protéger, nous, on a creusé un tunnel au-dessus de la maison pour se protéger dedans. Et en 2017, ils ont ciblé ma maison. J'ai un cousin qui était mort dans ce bombardement-là. L'avion, il a ciblé la maison dans du roquette en fait. Et la maison, elle était presque disparue. Et nous, en fait, on est sauvés par des miracles. Donc tu m'as dit que en 2012, tu as pu sortir de ta cachette, comme tu me l'as dit, changer de ville. Je te laisserai me le répéter. Et quand tu es arrivé dans l'autre ville où tu étais un peu plus protégée, on va dire, en plus de journalisme, tu as aussi monté des associations. Est-ce que tu peux me parler de ça? Oui, en fait, quand j'ai rentré à ma ville en 2012 et j'ai sorti de ma cachette, là, la ville, elle était plutôt protégée par l'armée syrienne libre qui empêche le service de renseignement d'entrer dedans. Donc, moi, j'ai commencé de faire les métiers de journalisme à ce moment-là et j'étais très passionné par d'aider les enfants. De faire des spotlights sur des cas humains, sur des enfants qui ont blessés par la guerre. Alors, j'en ai fait plusieurs vidéos et en fait, je vois des gens qui me contactent en disant que moi, j'aimerais bien adopter cet enfant-là, j'aimerais bien aider cet enfant-là à faire l'opération, de payer, de financer l'opération qu'il a besoin, parce que c'est des opérations qui ont besoin de milliers de dollars. Et du coup, après plusieurs cas comme ça, je me suis dit, mais j'aime beaucoup ce que je fais en fait. Je me trouvais dans ce job-là, mais j'étais passionné ce que je fais. Et à ce moment-là, en 2014, j'ai décidé de faire monter une association humaine. Et on fait presque tous les jours des spotlights sur un enfant. Et là, on fait de liaison entre le donateur et l'enfant qui a besoin d'opérations. Et on a fait plusieurs centaines d'opérations comme ça. Et je me rappelle la première fois, on a fait une campagne pour collecter de dons pour acheter 200 boîtes de lait en fait pour les bébés dans notre ville. On s'est dit, il y en a presque 100 bébés. On voulait donner à chaque bébé deux boîtes de lait. À ce jour-là, à la place de 200 boîtes, on a collecté 14 000. Et on était tellement heureux de faire ça. Du coup, l'association, elle est devenue presque la plus grande association dans la région d'Amassen. Une association non gouvernementale et qui est volontaire. Et on a fait plein de projets d'élevage des vaches, d'agriculture pour nourrir les gens qui sont dans le besoin. On a fait d'élevage des vaches aussi pour donner les laits aux enfants. Je me rappelle même Al-Qaïda qui sont venus dans notre ferme, qu'ils ont tué même nos vaches en fait à ce jour-là. Depuis qu'ils ont commencé de me chercher et ils sont venus dans notre ferme et ils ont tué des animaux en fait. Et à partir de quand la révolution a touché à sa fin et comme tu as dit, les terroristes ont un peu, se sont emparés de la Syrie. C'était quand et comment ça s'est passé? Quel était le climat? Qu'est-ce que vous, les révolutionnaires, vous avez ressenti à ce moment-là? En fait, depuis 2012, presque, depuis les débuts de 2012, la révolution elle a commencé de changer d'objectif. Les premières générations des révolutionnaires, elles étaient mortes, elle a tué pas mal le régime politique. Après, les djihadistes ils sont venus, ils ont continué les missions de régime politique en tuant les gens et les acteurs révolutionnaires qui disent qu'on voulait faire la laïcité et la démocratie. Donc depuis le 2012, l'objectif de la révolution a été changé complètement. Les djihadistes ils ont pris la main et les révolutionnaires ils ont reculé. En fait, il n'y a plus de gens qui peut changer les situations. Et avec la force et la violence du régime politique qui a demandé le soutien des Iraniens et les Russes, et depuis là, la révolution a été presque déchirée en fait. Et qu'est-ce que vous ressentiez alors à ce moment-là? Vous disiez que c'était perdu, que vous alliez devoir vivre avec
Quels étaient vos sentiments? Alors, il n'y a pas de sentiment qu'on a perdu à ce moment-là encore, en fait. Le sentiment de perdu, c'est le moment qu'on a quitté nos villes à nous. Mais depuis qu'on était là, on a toujours l'espoir qu'on va réussir un jour. Jusqu'à maintenant, la révolution, pour moi, elle n'était pas terminée. Déjà, la révolution et la réussite, quand les Syriens, ils ont sorti vers la rue, ils ont dit liberté et la démocratie. Depuis ce jour-là, je sens, moi, que la victoire, en fait, que les Syriens, après des centaines d'années qu'il n'y a pas de vie politique en Syrie, ils ont réussi de casser cette barrière-là de peur, en fait, qu'il a créé notre régime politique. Et du coup, le fait qu'ils ont sorti vers la rue et ils ont dit liberté et qu'on ne voulait pas Bachar al-Assad, pour moi, c'est un grand réussite, en fait. Donc je reprends sur ton métier de journaliste. Tu m'as dit qu'à un moment, les djihadistes te recherchaient. Comment ça s'est passé? À partir de quand ils t'ont recherché et pourquoi? Et toi, comment tu faisais pour pas qu'ils te trouvent, on va dire? En fait, depuis 2014, j'ai des relations assez mauvaises avec les islamistes qui sont venus à ma ville, à moi. Parce qu'on voit ce qu'ils sont en train de faire, les actions qu'ils mettent en place. Donc j'étais là de conseiller les amis, les gens qu'ils connaissent, les proches, de ce qu'il fait Al-Qaïda chez nous. Al-Qaïda et Daesh, parce qu'il y a les deux qui sont venus installer dans notre région. Donc j'étais en mesure de parler sur leur action, sur l'argument qu'elle utilise, la religion toujours pour se profiter des gens. Parce que chez nous, quand on parle de la religion, c'est comme de morphine, en fait. Les gens en fait, ils ont pris par ce qu'ils disent les djihadistes, par les paroles qu'ils utilisent, la religion surtout. Et moi, j'écris des articles sur Al-Qaïda, sur les actions qu'ils font dans notre ville. Et depuis, ils ont commencé de me regarder très mal, de me voir. Déjà, ils ont entré dans notre ville, ils ont tué des animaux dans la ferme. Ils ont entré un jour dans notre une salle en fait on fait des carnavals, des soirées pour les enfants, des soirées musicales. Ils ont cassé les radios, ils ont cassé tout ce qui est matériaux dedans. Depuis, la relation, elle n'était pas bien en fait avec Al-Qaïda. Sauf que dans ma ville de naissance, ils n'ont pas réussi de me tuer dedans parce que la famille, elle était toujours là pour me protéger. Et Al-Qaïda, ils sachent que si elles m'ont tué dedans, tout le monde va révolter contre eux. Sachant que il y a beaucoup des fois qu'Al-Qaïda, il a fait des actions et qui a fait que les citoyens de la ville, ils ont révolté contre Al-Qaïda. Et même Daesh, dans notre ville, par exemple, c'est les citoyens, c'est les civils qui l'ont combattu qu'ils ont battu contre Daesh et Al-Qaïda, en fait, pour les embaucher de faire plus que ça. Donc, dans ma ville à moi, ils n'ont pas réussi de me tuer ou de me fermer ma bouche, en fait. Eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est de fermer ma bouche. Ils n'ont pas réussi dans ma ville. Mais le jour qu'on était obligé de quitter notre ville en 2017, le premier jour que j'ai quitté ma ville, je me rappelle comment ils sont venus me chercher. Ils ont entré dans ma maison, ils ont menacé ma femme. Ils ont dit qu'on va couper la tête de votre mari devant toi et devant sa fille. Ils ont cassé la maison et ils ont parti. Et le lendemain, ils ont venu chercher mon père. Ils ont pris mon père à la prison à ma place. Donc après quelques jours, on a réussi de libérer mon père par des pressions que j'ai fait avec des amis journalistes et le reste de l'armée syrienne libre. Et ton père, à ce moment-là, quand tu le récupères de prison, il était dans quel état? En fait, ils l'ont torturé, mon père, dans la prison. Il a passé 10 jours. Et la sortie de la prison, moi, je me fuis en fait. Je m'ai échappé aussi. Donc, je ne l'ai pas vu tout de suite. Je l'ai vu quelques jours après. Mais il m'a raconté qu'ils l'ont bien torturé dans la prison. Et après, ils l'ont libéré après 10 jours.
Et Al-Qaïda et Daesh étaient à tes trousses comme ça, te cherchaient partout, toi, t'avais pas peur? Enfin, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Tu ressentais pas la peur ou est-ce que tu la ressentais mais tu la montrais pas Bien sûr, j'étais peur. J'étais peur surtout sur ma femme et sur ma fille. Surtout qu'ils ont commencé de toucher ma famille, en fait. Mais avant, franchement, j'étais pas très peur sur moi-même. J'étais vraiment peur sur mes proches, surtout mon épouse et ma fille et mon père. Parce que ma mère et mes frères, on a déjà réussi de leur faire sortir de la Syrie en 2014. Donc j'étais peur plutôt sur ma famille à moi. Mais franchement, à l'inverse, c'était Al-Qaïda dans ma ville qu'ils étaient peur de mes paroles, en fait, sur les choses, les actions que j'étais en train de faire. En 2018, ça devient trop dangereux pour toi de rester en Syrie. Donc tu vas prendre un passeur avec ta famille et rejoindre ta mère et tes frères en Turquie. Est-ce que tu peux m'expliquer ce passage, donc que c'était trop dangereux pour toi? Comment tu t'es organisé avec un passeur? L'arrivée en Turquie aussi, comment ça s'est passé? En fait, en 2018, on était obligé de quitter la région de Damas vers le nord de Syrie. Et j'ai passé quelques mois aussi. Et dans le nord de Syrie aussi, Al-Qaïda, ils ont venu me chercher plusieurs fois. Du coup, je me suis dit, ça suffit. Ici, c'est la fin en Syrie. Sachant que j'ai aucune intention de quitter la Syrie, mais je me suis dit, comme ça va toucher ma famille et tout ça, j'ai dit non, ça arrête là. Donc en 2018, j'ai décidé de quitter la Syrie. On a pris un passeur pour fuir la Syrie. Donc j'ai payé presque 8 000 dollars pour traverser 1 kilomètre en fait, entre la Syrie et la Turquie. Sachant qu'on a quitté la Syrie, on a tout laissé derrière nous, notre pays, notre souvenir, tout ce qu'on a dans notre pays, et on a sorti pour voir de nouveau la vie. Et ce jour-là, en fait, je ne sais pas quoi faire, en fait, que j'arrive vers un pays étranger que je connais rien dedans. Et là, j'ai un ami qui travaille dans Reporters sans frontières, et que je l'appelais, je lui dis, je viens de quitter la Syrie et je ne sais pas quoi faire, en fait. Et il m'a conseillé de contacter le consulat de France à Istanbul pour demander les visas en France. Et ce qui est en train de se passer, en fait, on était encore dans la voiture du passeur, que j'écris un mail au consulat de la France, que je demande les visas pour partir avec ma famille vers la France. Et puis, après quelques mois, le consulat, il m'a fourni des visas pour ma femme et mes enfants. Et on est arrivé en France le 27 novembre 2019. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il te conseillait d'aller en France? En fait, non, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi la France, sauf que c'était le jour que j'ai quitté la Syrie, l'ami que je contactais, il m'a dit, on va au consulat de France à Istanbul. Du coup, j'ai envoyé un mail comme ça. Du coup, après, j'ai choisi la France. Franchement, c'est quelque chose à l'intérieur, dans moi profond, qui me dit aller vers la France, quoi. Sachant que je connais pas grand-chose sur la France. Que je connais avant, c'était la Tour Eiffel et le fromage français. Je connais pas plus que ça sur la France. Et voilà, on est arrivé fin 2019. Avant de parler de ta vie en France, quand tu es passé de la Syrie à la Turquie, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Je sais que tu as dit que tu étais perdu, tu savais pas quoi faire, mais est-ce que tout laisser comme ça derrière toi, en sachant que voilà, il y a un conflit avec les terroristes, qu'est-ce que tu ressentais? Alors, bien sûr, c'était un grand échec en fait, qu'on a quitté la Syrie. Qu'on a quitté la Syrie comme ça, notre pays que j'aime vraiment beaucoup, que je suis fier d'être syrien en fait, et de quitter tout ça derrière moi, c'était un grand échec pour moi. Sauf que j'étais content aussi de voir mon épouse et ma fille de nouveau qu'ils ont une vie plus sécurisée. Et pour moi, c'était comme ça en fait. J'étais
bien de... J'étais triste de quitter la Syrie, mais j'étais aussi heureux de voir la vie de nouveau, en fait. Parce que, en revanche, euh, le pays, il était déchiré, il était pris par les Russes, par les Iraniens. Du coup, il n'y a plus de place pour moi, en fait, là-bas. Je ne me sens pas qu'il y a de place pour moi. Et donc, quand tu arrives en France le 27 novembre 2019, comment ça s'est passé? Enfin, t'arrives, est-ce que t'es perdu? Où est-ce que tu vas? L'intégration, comment t'as fait? Enfin, explique-moi un petit peu tes premiers pas en France, du coup. Alors, la première fois en France, c'était un peu drôle. Il y a l'association qui nous a reçus de l'aéroport de Charles de Gaulle. Elle nous a déposés dans un logement et ils sont partis. Et moi, je connais aucun mot en français. Je sais pas parler le français. Et les enfants, ils ont tombé malades. Donc, on a passé la première jour, sachant que nous sommes une famille très communicante. On aime beaucoup se communiquer avec les gens. On aime beaucoup inviter les gens chez nous. Donc, la première chose que j'ai fait, c'était la première jour il était passé. Le deuxième jour, pareil. Le troisième jour, c'était dimanche matin. J'attends les cloches à l'église. Donc, j'ai parti à l'église. Je dis à ma femme, on doit y aller à l'église. On a ramené les enfants, on est parti à l'église. Et je trouvais une sœur que je lui ai dit que mes enfants sont malades. Et il a fait les liaisons avec un médecin qui était dans l'église, qui est venu voir les enfants. Et moi, j'étais tellement touché, en fait, parce que déjà, avec tout ce qui est passé derrière moi, j'ai presque perdu la confiance dans les gens, parce que j'ai passé plusieurs années, je ne sais pas qui va me tuer, et du coup, ça crée un sort de manque de confiance dans les gens. Et puis, avant qu'on arrive en France, quand on a obtenu le visa, je dis à mon épouse, le moment qu'on est arrivé en France, on va y aller vers la campagne. On va prendre un endroit dans les montagnes et on va vivre comme ça, tout seul, loin de tout le monde. Sauf que l'arrivée dans la région parisienne et dans la ville qu'on est actuellement, il a changé tout ça en fait, par la sympathie des gens et l'accueil qui était réservé pour nous, par les gens qui nous ont reçus. On était tellement heureux en fait et ça nous a donné de nouveau la confiance, de rétablir une relation de confiance de nouveau avec les gens. Et par étapes, en fait, on a croisé plusieurs personnes et on a rencontré plusieurs familles qui nous a bien reçus, en fait, et qui a créé de nouveau la relation de confiance. Et à ce jour-là, je dis à mon épouse, non, c'est fini, on ne va pas partir à la montagne. Et le fait d'être loin de ton père, ta mère et tes frères, est-ce que c'était compliqué au départ ou est-ce qu'ils avaient pour projet à l'origine de vous rejoindre? Enfin, comment ça s'est passé un peu? Alors, en fait, l'idée que nous, on a fait une demande de visa pour moi, on était obligé aussi de faire une demande à part pour la famille de mon père. Parce que moi, ils m'ont considéré comme une famille et mon père comme une autre famille aussi. Donc, on a fait une demande. Malheureusement, que la demande de mon père, elle a été rejetée plusieurs fois. Ma demande à moi a été acceptée. Donc, moi, j'ai pas voulu laisser ma famille derrière moi. Sauf que mon père et ma famille m'ont encouragé de partir vers la France et voir ma vie de nouveau. Donc oui, c'était compliqué en fait de se séparer de la famille de nouveau, après plusieurs années qu'on était séparés, et de séparer de nouveau une deuxième fois. C'était très difficile. Alors avec la technologie actuelle, c'était plus facile pour moi de se communiquer avec la famille presque tous les jours. On prend des nouvelles, et on se parle. Sauf que la danger, il a resté toujours en fait derrière ma famille. Même quand j'étais en France, j'ai repris un petit peu mon boulot en tant qu'un journaliste quand je suis arrivé. Et ça a touché ma famille en Turquie, qui ont reçu des menaces qui m'ont obligé de fermer. Là, j'étais vraiment obligé de fermer mes comptes sur les réseaux sociaux. Mon compte Facebook, il y a plusieurs milliers d'abonnés, des choses comme ça, que j'étais obligé de fermer mes comptes sur les réseaux sociaux et décider de changer mon métier. Lorsque tu arrêtes le journalisme, tu décides de reprendre tes études en France, donc tu fais un master en communication internationale.
Est-ce que tu peux m'expliquer ça et pourquoi est-ce que tu as choisi ce master-là? Après le journalisme et que j'ai décidé de quitter ce métier-là, en France, j'ai fait un master dans la communication internationale. Et en fait, c'était pas un choix. Moi, ma choix, je ne sais pas, avant quand je suis arrivé en France, je ne sais pas dans quelle orientation que je vais faire. J'ai fait une rencontre assez sympa avec une personne que je lui ai dit que je voudrais étudier et travailler en même temps. Et il m'a dit que ça existe l'alternance en France. Et j'étais content. Je lui dis OK. Elle me dit que j'ai un ami qui est directeur d'école qui s'appelle PSH Soup, qui est à Paris. Et l'école, elle a accepté de me recevoir quelques mois pour apprendre en fait la langue déjà et pour créer des liens avec les étudiants, pour voir est-ce que je suis capable de nouveau de reprendre les études avec 12 enfants après tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est passé, pardon. Donc j'ai commencé d'aller à l'école tous les jours pour juste voir les étudiants, parler un petit peu avec eux, voir les cours, comment ça déroule les choses. J'étais tellement content en fait de remettre sur les chaises de l'école de nouveau. Et le directeur de l'école a été vraiment un homme remarquable qui a assez de main sur mon parcours en France, qui m'a proposé de faire la première année de master en alternance. Donc j'ai passé quelques mois en faisant la langue française, puis j'ai repris la première année de master. J'étais très content, mais à cause de mon âge, c'était un peu compliqué de trouver l'alternance. Parce que l'entreprise, elle prend un étudiant qui a moins de 29 ans, elle peut bénéficier de l'aide de l'État en prenant un alternant. Sauf que moi, l'entreprise qui va me prendre, elle ne peut pas bénéficier. Du coup, je n'étais pas très intéressant pour l'entreprise. Donc, la première année, c'était l'échec. Je n'ai pas trouvé l'alternance. Donc, j'ai validé mon année de master. Puis, j'ai commencé la deuxième année de master. Et là, après quelques mois de l'année scolaire, j'ai trouvé un stage chez Intuis. Et justement, avant d'arriver à ton stage chez Intuis, quand tu as fait ton master, c'est là que tu as entendu parler dans des cours d'écologie. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu en as pensé? Est-ce que ça t'a plu, l'écologie? Enfin, comment tu en as entendu parler? En fait, dans les cours de communication, on a commencé d'écouter des mots d'écologie, d'économie déjà, des valeurs, de nouvelles valeurs en fait qui remontent. Et donc, moi j'étais touché par ces mots-là, et l'écologie. Ça touche ce que j'ai fait dans la révolution. On voulait créer un monde meilleur, en fait. On voulait faire quelque chose de mieux déjà moi, pour mes 12 enfants. Je voudrais laisser un monde qui est mieux pour eux. Et les mots écologiques, ils m'ont parlé directement, en fait. C'est de là que ça a commencé l'histoire d'écologie. Et donc, lorsque tu arrives chez Intuis, déjà Intuis, parle-moi de cette entreprise, présente-la moi en quelques mots. Intuis, c'est quoi? Dans quoi est-ce qu'elle est spécialisée? Explique-moi un peu, c'est quoi cette entreprise? En fait, Intuis, c'est un groupe industriel français spécialisé dans le secteur de confort thermique. On est des fabricants qui fabriquent des solutions de confort thermique comme des pompes à chaleur, des radiateurs électriques, des sèche-serviettes. Lorsque tu es arrivé chez Intuis, donc tu as travaillé pour la rénovation énergétique, est-ce que ça t'a plu? Qu'est-ce que tu en as pensé de travailler dans ce domaine? En fait, je suis arrivé, c'était ma première poste chez Intuis, en France déjà. J'étais très content dans ce qu'on fait en fait. Je me réveille tous les jours en disant que là on va fabriquer quelque chose vert qui va faire de mieux pour notre monde en fait. Des appareils, de produits qui sont bien pour l'écologie, pour les rénovations énergétiques en fait. Donc c'était vraiment un plaisir pour moi d'aller travailler tous les jours.
Et tu trouves que la rénovation énergétique, c'est quelque chose d'important? Tu as vu l'importance de la rénovation énergétique? Bien sûr, maintenant, quand on fait un appareil de chez Intuit qui peut faire jusqu'à 70% d'écologie et d'économie dans la maison, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir par rapport à les anciens appareils traditionnels qui consomment beaucoup plus d'énergie, par exemple. Et donc, à la fin de ton stage, Intuit t'embauche pour rester. Explique-moi ce passage et comment tu as réagi. Est-ce que tu étais content? Enfin, quelle a été un peu ta réaction? En fait, moi, j'ai voulu rester déjà dans ce boîte-là. J'ai eu toujours le désir de rester. J'étais tellement heureux le jour que mon manager, il me dit, qu'est-ce que tu voulais faire après ton stage? Je lui dis, j'aimerais bien rester ici. Et il m'a proposé de rester. Ça, les jours, c'était la joie pour moi, en fait. Et quel poste alors t'occupes là-bas? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors, actuellement, je fais web marketer dans l'équipe digitale, dans la communication toujours, la communication digitale. On fait tout ce qu'il y a de relation avec nos sites internet, la santé de nos sites, nos campagnes digitaux, les réseaux sociaux, tout ce qui est de relation client en fait. Tout ça, je fais dans le quotidien. Et une dernière question pour finir cette interview. Est-ce que tu as des projets peut-être pour l'avenir ou est-ce que tu te vois dans plusieurs années? Est-ce que, je sais pas, peut-être qu'un jour tu aimerais refaire du journalisme ou retourner en Syrie? Je sais pas si un jour c'est possible pour toi. Est-ce que tu imagines un peu l'avenir? Tu sais ce que tu veux faire dans 10 ans par exemple? J'aurais bien aimé un jour, si je peux revenir en Syrie et le régime politique n'est plus là, de participer à la construction de la Syrie avec des entreprises françaises, avec l'Union européenne déjà, même peut-être avec Intuit, je ne sais pas encore. Pour aider la construction, mais pas pour vivre peut-être. Là, pour vivre, je pense que j'ai choisi la France comme un pays.